Hello, vous écoutez l'interview de Colo. Pour ce nouvel épisode, je reçois Isabelle Rose Mouchigam pour parler identité. Comment notre environnement façonne ce que nous sommes entre 0 et 7 ans? Comment elle a découvert sa part africaine à l'âge de 50 ans? Comment en parler lui a ouvert un espace d'alignement professionnel? Et l'importance de travailler sur soi pour soigner sa lignée. Bonne écoute! Bienvenue dans la Colosphère. Je suis Colo, artiste entrepreneur aux multiples facettes. Chaque vendredi, dans l'interview de Colo, je vous propose une plongée thématique avec ou sans invité, dans nos vies intérieures, dans notre puissance et notre vulnérabilité, dans toutes les nuances qui font de nous des êtres humains. Si vous appréciez ce rendez-vous, partagez-le à vos proches, écrivez-moi en commentaire et pour soutenir le podcast, mettez une super note pleine d'étoiles. Eh bien, bonjour Isabelle, je suis ravie de t'accueillir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation de venir dans le podcast L'interview de Colo pour parler identité. Bonjour et merci aussi pour l'invitation que j'accepte avec grande joie parce que c'est un sujet passionnant qui me tient au ventre et bonjour à tous ceux qui vont nous écouter. Justement, pour commencer, est-ce que tu voudrais te présenter, nous présenter ton parcours au regard de cette question de l'identité? Bien sûr. Ok, alors donc je m'appelle Isabelle Rose Mouchigam. Je suis donc une métisse. Mon père était camerounais et ma mère, on va dire blanche, du Nord. Ils se sont rencontrés dans les années 70, puisque je suis née, moi, en 1969. Donc, c'était une période... alors, autant aujourd'hui, il y a encore beaucoup de racisme, mais à l'époque, c'était encore plus sévère. Les couples mixtes, c'était un peu compliqué. Donc, c'est bien de contextualiser aussi un petit peu. Et en fait, donc mon père était venu du Cameroun parce qu'il avait réussi à avoir une bourse parce qu'il travaillait très très bien. Et donc le pays l'a envoyé en France pour faire ses études et il est devenu expert comptable. Et il a rencontré ma mère qui était infirmière. Et puis à l'âge de 3 ans, pour des raisons qui me sont encore un peu obscures, j'ai été abandonnée. Voilà, donc par mes 2 parents. Je ne sais pas encore, je vais bientôt, je pense, le savoir. Mais en tout cas, à 54 ans, je ne sais pas vraiment encore pourquoi exactement. Toujours est-il, ma vie a commencé donc dans une famille de la DAS à l'âge de 3 ans, dans une famille, on va dire, blanche. En tout cas, c'est l'impression, moi, que j'avais quand j'étais petite, c'est-à-dire que le papa de cette famille était kabyle, donc algérien, et la maman était blanche parisienne. Mais en tout cas, il y avait personne de noir. Et moi, j'étais café au lait, c'est ce que je disais quand j'étais petite. Je suis café au lait, il paraît que je disais ça. Mais je savais pas pourquoi. Et je savais pas ce que ça voulait dire. Et je savais pas pourquoi je m'appelais Mouchigam. Et je savais pas pourquoi j'avais pas de papa et de maman. Et donc, ça te met quand même dans un mood un peu particulier pour te construire, qui est le mystère de toi-même. Déjà, que quand on sait qui on est, qui sont nos parents, c'est déjà mystérieux de comprendre qui on est vraiment. Mais alors là, ça rajoutait une couche énormissime, j'ai envie de dire. Et donc, je me suis construite pendant des années sur ce mystère. Et donc, j'ai développé une espèce de résilience d'adaptation, en fait, d'adaptation et de mimétisme. Donc, j'avais pour repère une famille qui était mixte, qui avait 5 garçons. Et je ressentais beaucoup déjà de rejet de la nationalité de ce papa qui était algérien. Il y avait énormément de racisme envers les Arabes. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Je pense que depuis la guerre d'Algérie, de toute façon, c'est quelque chose qui est terriblement marqué en France et ça ne fait que s'amplifier, malheureusement. En tout cas, déjà, je le ressentais.
Et ses propres enfants, eux-mêmes, leurs propres enfants, rejetaient l'identité de leur papa. Donc, tu vois à quel point c'était violent. Et j'ai grandi dans ce contexte-là. Alors, c'était une famille, en plus, assez pauvre, on va dire, hein. Elle était nounou, lui travaillait à l'usine. Et donc, j'ai eu des codes aussi, tu vois, par rapport à l'argent, des codes bah, autour de choses où l'argent, c'est compliqué. Euh, donc, tu vois un petit peu les engrammes que je commençais à mettre dans mon cerveau, où l'argent, c'est compliqué, être arabe, c'est compliqué. Euh, et je savais pas ce que c'était l'Afrique, mais vraiment à des années-lumière, hein. Et il n'avait pas d'amis non plus qui étaient africains. Et donc j'ai grandi à l'école. J'ai pas eu de rapport à ça. J'ai jamais eu ressenti forcément de racisme de couleur. Enfin, à l'époque, quand j'étais gamine, c'était plus un racisme, un rejet plutôt de c'est bizarre, pourquoi tu dis jamais papa, pourquoi tu dis jamais maman, pourquoi tu dis tata, parce qu'à l'époque, à la DAS, on disait tata. Voilà, donc pendant longtemps, je disais tata, puis à un moment donné, c'était la honte. Donc je disais plus rien, je savais plus ce qu'il fallait dire. Donc, tu vois, c'est quand même extrêmement inconfortable pour arriver à stabiliser, en tout cas à grandir des choses. Et donc, très tôt, la vie m'a obligée, si tu veux, à m'obliger à plaire, tu vois. Mm. Autant là, en vieillissant, tu vois, j'ai mes cheveux qui se sont déraidis, mais quand j'étais petite, j'avais une gouffa, tu vois. J'ai jamais eu le cheveu vraiment crépus, mais j'avais une cheveux. Puis bon, au fil des années, à force de les couper, j'ai perdu ça. Mais en tout cas, j'avais un faciès un petit peu plus africain, mais je m'en rendais pas compte en fait, tu vois. Et puis après, très tôt, j'ai rencontré mon premier mari qui était blanc. Je me suis mariée avec un blanc. J'ai porté son nom de famille, bien français. J'ai eu mes 2 premiers enfants. Et puis très tôt, on a accédé à la dimension. On est devenus entrepreneurs en fait. Tous les deux, on avait cette appétence pour l'entrepreneuriat. Et donc, si tu veux, l'entrepreneuriat, c'est aussi un petit peu une zone de confort quelque part, parce que tu te confrontes pas vraiment au monde dur du salariat, de l'entreprise, parce que c'est un monde quand même très, très dur. On dit que l'entrepreneuriat, c'est dur, oui, parce qu'il faut trouver ses clients, etc. Mais c'est quand même confortable. On était dans notre cocon quand même, tu vois ce que je veux dire. Et puis, j'étais protégée un peu par l'image de mon mari. Tout ça, ça s'est fait de manière inconsciente, mais c'était quand même là. J'ai commencé à demander mon dossier de la DAS vers 20 ans par là, mais j'ai rien trouvé du côté de mon père. Et comme il était reparti en Afrique, c'était très compliqué, donc j'ai laissé tomber. Et donc j'avais toujours aucune info du côté paternel. Et puis voilà, donc j'ai fait ma vie en pensant quelque part que j'étais blanche en fait. Inconsciemment, j'étais blanche, j'étais dans des codes blancs, je vivais avec un blanc, j'avais pas d'amis blancs, j'avais jamais eu de petits copains noirs, tu vois. Et c'est comme si aujourd'hui, hein, je le réalise parce que il y a eu tout un tas d'événements qui a fait que j'ai eu une révélation. C'est comme si j'avais eu des lunettes, en fait, qui me protégeaient de ne pas voir certaines choses, en fait. Et depuis que j'étais abandonnée, en fait, je me rends compte que mon cerveau avait développé une espèce de bouclier, en fait. C'est comme si mon cerveau m'aidait à me protéger des choses qui me faisaient mal. Et ça, je l'ai compris bien après quand j'ai fait aussi des thérapies, parce que j'ai fait 3 thérapies dans ma vie pour essayer de comprendre plein de choses. Et tout ça pour dire que j'ai vécu du racisme insidieux sans m'en rendre compte en fait. Et c'est qu'aujourd'hui, après m'être associée avec un mec qui est d'origine, il est ingénieur, etc. Il est d'origine algérienne. Et pendant 3 ans,
avec lui dans l'entreprise, j'ai découvert ce qu'était vraiment le racisme, en fait, avec des choses d'une violence inouïe. Et j'arrivais pas à le croire. Au début, je lui disais, mais non, t'es parano. Je disais, moi, hein, je disais ça. Hein. Je dis, mais non, t'es parano et tout ça, ça. Je voulais pas le voir. Mais là, à un moment donné, il a bien fallu que j'accepte que c'était une vraie réalité. Et petit à petit, j'ai compris que moi aussi, j'étais victime de ça, mais que peut-être parce que je suis une femme, peut-être parce que, je sais pas, c'était moins rentre dedans, c'était moins devant, tu vois, mais c'était là. Et, euh, et donc, très récemment, euh, je me suis vraiment posé la question si ça avait une incidence sur mon activité professionnelle. Et j'ai commencé à chercher. Et je suis tombée sur un blog d'une jeune femme métisse, j'adore ce qu'elle fait, eh bien, qui était passée par cette même prise de conscience. Et tout ce qu'elle a écrit, ça m'a explosé à la gueule. Ça m'a explosé à la gueule parce que c'est exactement ce que je ressentais, mais j'avais jamais réussi à mettre des mots dessus en fait. Et en fait, on est tellement formaté à rester à sa place. On est tellement formaté à penser que que c'est nous en fait qui sommes pas bons en fait. Tu vois ce que je veux dire? Euh, c'est complètement insidieux, mais c'est vraiment ce qui se passe en fait. Et malheureusement, dans mon cas, ce qui n'a pas aidé à tout ça, c'est que j'ai manqué d'amour, j'ai manqué de mes parents, j'ai manqué de tout ça. Et donc, du coup, déjà, j'avais le complexe de l'enfant abandonné. Je n'étais pas assez aimable pour être aimée par mes parents. Donc, ça, c'était estampillé dans mon ADN. Mais en plus, il y avait ce problème de couleur. Donc, tout ça, ça a fait une espèce de cocktail qui m'a explosé ensuite là positivement quand même parce que je le transforme et ça on va en discuter parce que l'idée c'est ok de prendre conscience mais aussi qu'est-ce que t'en fais de ça, qu'est-ce que ça m'a apporté tout ça, pourquoi aujourd'hui je suis sur ce chemin là et, euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai énormément travaillé sur le principe, sur le concept de la programmation, sur les racines, les ancêtres, tout ce qu'on a reçu, tout ce qu'on transforme et tout ce qu'on transmet. Tout ça, voilà, ça fait partie aujourd'hui de ma vie, de mon accompagnement, de ma réflexion, de, 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 de ce que j'ai envie aujourd'hui de transmettre et d'aider les personnes qui sont en souffrance, euh, justement à cause de ce problème de couleur, mais pas que, aussi pour toutes ces blessures et ces rejets qu'ils ont pu avoir pendant l'enfance et ce qui font qu'aujourd'hui, ils ont du mal à prendre leur place. Voilà. Eh bien, merci. Ouais, c'est vraiment hyper riche la façon dont tu racontes ce parcours parce qu'on voit en fait au fur et à mesure les couches qui s'ajoutent. Justement, tu parlais de programmation, de finalement de construction. Aujourd'hui, on parle beaucoup de déconstruction, mais comment se sont construits ces racines et comment s'est construit ce système de pensée qu'on peut avoir, ce système de croyance. Donc, c'est vraiment riche, merci. Moi, ce qui me vient en tout cas sur la question du déclencheur, j'entends que c'est vraiment ton associé et après ce blog, je me pose la question quand tu as eu des enfants en fait, est-ce que quelquefois les enfants arrivent comme des souvent les enfants mettent les pieds dans le plat, posent des questions qu'on s'est jamais posées. Est-ce que tes enfants t'ont questionné justement sur ton nom de jeune fille, sur d'où nous vient cette mélanine, enfin toutes ces questions là. Alors, avant de te répondre, je voudrais juste, parce que j'ai cité cette fille, je voudrais juste donner son nom. Elle s'appelle Livia Caro.
donc on pourra, si c'est possible pour toi, mettre le lien parce que c'est important de citer les auteurs parce que c'est vraiment super intéressant. Elle parle du privilège blanc, etc. Et donc j'ai trouvé vraiment passionnant. Pour répondre à ta question, j'ai envie de te dire que non, étonnamment non. Pourquoi? Parce que j'étais tellement dans la peau d'une blanche que finalement, j'ai transmis ça aussi à mes enfants et à aucun moment finalement ils sont venus se poser des questions véritablement sur ça. Ça n'a jamais vraiment été un gros sujet quand ils étaient petits. Par contre, je suis allée en Afrique pour la première fois en 2020 avec mon fils. Parce que j'ai dit, bon, cette fois-ci, il faut que je sache, il faut que j'aille voir, il faut que je découvre. Et c'est là aussi où véritablement il s'est joué quelque chose de fort dans ma vie, puisque j'ai retrouvé ma famille de sang, j'ai retrouvé mon père, mes frères et sœurs. J'ai découvert que j'étais l'aîné de 8 frères et sœurs. En plus, en Afrique, être l'aîné, c'est pas rien. J'ai découvert que je ressemble comme comme une photocopie à mon père. Donc ça, pour mes frères et sœurs, ça a été un choc parce qu'ils avaient l'impression de voir notre père blanc. C'est ce que me dit ma sœur. Elle me dit, j'ai l'impression d'être avec papa, mais en blanc. C'est impressionnant. Malheureusement, j'ai pas pu voir mon père parce qu'il est mort en 2008. Donc, on s'est croisés. Donc, j'ai pu aller sur sa tombe. Mais c'est comme s'il était là parce que je suis sûre que c'est lui qui a organisé le voyage et qui m'a protégée pour que j'arrive jusqu'à sa tombe au fin fond d'un village africain. C'était juste extraordinaire. J'avais l'impression d'être à la fois spectatrice et actrice. J'avais l'impression d'être dans l'émission je sais plus comment ils appellent ça là, pas perdu de vue, mais je sais plus, l'émission où ils amènent des stars dans des contrées lointaines, tu vois. J'avais vraiment l'impression d'être spectatrice du truc. C'était tellement énorme. J'avais jamais mis les pieds en Afrique et je me retrouve dans un village au fin fond du Cameroun où j'ai dormi dans la chambre du chef avec une chauve-souris au plafond. Il m'avait laissé la chambre du chef, quoi. Tu vois, le chef à l'africaine avec le truc sur la tête. J'ai été accueillie comme une princesse, comme Lady Di avec son fils. Toutes les femmes s'étaient réunies parce que quand elles ont su que j'étais la femme de Mouchigam Théodore, qui était très connu là-bas parce qu'il donnait beaucoup d'argent aux enfants. Mon père avait acheté une équipe de foot, c'était un expert comptable et tout ça. Et donc, il était connu. Donc, quand on a su que j'étais la fille de Mouchigam, j'étais accueillie comme une reine, en fait. C'était juste énorme. En plus, je viens d'une tribu d'une ethnie qui s'appelle les Bamoun. Et il y a un royaume, tu vois, il y a ce côté-là, tu vois. Donc, pour moi, là, c'était juste complètement irréaliste, en fait. Et en même temps, très, très puissant, évidemment. Tout ça pour dire que oui, mes enfants ont commencé à prendre conscience de la racine, de leur racine de grand-père, parce que eux, ils sont quarterons, du coup, et mais c'est intéressant parce que là aussi, on voit que on se sent africain quand on a eu une éducation ou en tout cas une ouverture à ça. Eux, ils l'ont jamais eu. Et tout petit, je ne parlais pas d'Afrique. J'avais un copain qui me dit, mais toi, t'as rien d'africain, à part ton nom, tu sais même pas danser, tu vois. J'avais pris des cours de danse africaine, j'essayais, tu vois, de connecter avec ça, mais il se passait rien. Il se passait rien. Donc c'est là où on voit à quel point, comment on peut être désensibilisé, en fait. Par une programmation qui nous appartient pas, en fait, tu vois. Donc et ça fait bizarre parce qu'aujourd'hui, quand on me demande basiquement, mais tu te sens noire ou tu te sens blanche, mais tu vois, c'est le début de ma conférence, il est là. Est-ce que je suis ni blanche ni noire ou est-ce que je suis blanche et noire? C'est le verre à moitié vide ou à moitié plein, et c'est d'aller chercher cette richesse. Et je suis évidemment blanche et noire, évidemment. Tu vois, mais j'ai pas envie de choisir. Lâchez-moi avec votre question de merde. J'ai pas envie de choisir. Il y a pas de choix, il y a pas de débat, c'est pas ça. Moi, mes racines, c'est des racines divines aussi, c'est des racines d'humain. Je suis humaine. Respectons-nous en tant qu'humains. Nous allons tous faire caca le matin pareil. On a tous la même couleur de sang. Arrêtez avec ça, quoi. Et donc là, si tu veux, la force aujourd'hui que j'ai envie d'apporter,
dans cet élan de guérison et d'acceptation, c'est avant tout de se regarder en tant qu'humain sur cette terre, quelle place on a envie de prendre, quelle place on a envie de chérir et je dis que c'est important, bien sûr, de remercier la richesse de nos cultures, etc. Mais évidemment que c'est important de savoir d'où on vient, etc. Mais le plus important, c'est de savoir qui on est en tant qu'humain sur cette terre. Que j'habite en France, que j'habite en Afrique ou que j'habite à Bali ou à New York, je serai cette humaine dans tous les cas. Qu'est-ce que j'apporte à mon voisin? Qu'est-ce que j'apporte à mes enfants? Qu'est-ce que j'apporte à la société? Qui que je sois. Donc moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie d'amener comme graines, c'est bien sûr des graines d'amour, d'envie de faire, d'envie de s'aimer, d'envie de... voilà, c'est ça. Donc c'est d'aimer la terre, celle qui nous porte, d'avoir de la réflexion, d'être dans cette spiritualité en fait, c'est-à-dire se rappeler qu'on est un grand tout, qu'on est interdépendant. Moi, quand j'entends des histoires, mais tu vois, celle que tu m'as racontée vite fait au téléphone l'autre jour, j'en parle parce que ça m'a fait mal pour ton papa, tu vois, quand les gens rentraient dans l'avion. Ben moi, ça me fait pleurer, ça me fait pleurer. Oui, on peut peut-être la raconter pour les auditeurs qui ont pas le... Effectivement, je fais juste une petite pause pour raconter cette anecdote. C'est mon papa en fait qui était noir et qui du coup était commandant de bord. Et quand les chefs d'escale rentraient, alors c'était pas systématique, hein, mais c'est arrivé à de nombreuses reprises, arrivé dans l'avion. Il partait pour aller voir les hôtesses et les stewards derrière en disant bon, il est où le commandant de bord là, parce qu'il y a le mécano là qui s'est installé à sa place là, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et ou alors non, c'était encore pire en fait, il le disait à mon père et il disait mais il est où le commandant de bord, qu'est-ce que vous faites là? Voilà, c'est ça exactement l'histoire, c'est il disait qu'est-ce que vous faites là, il est où le commandant de bord? Et mon père, c'est l'inverse en fait, mon père les envoyait demander à l'hôtesse et au steward. Donc l'hôtesse et steward leur disaient ben en fait c'est lui et du coup les chefs d'escale revenaient un peu tout penauds. Voilà. Non, en fait justement mon père il avait cette force là d'arriver sur le coup à avoir une répartie et à avoir une garder sa dignité en utilisant l'humour, en utilisant l'ironie, en utilisant le sarcasme. Et ça, c'est vraiment fort. C'est ça. Je trouve vraiment que ton parcours est vraiment hallucinant parce qu'en fait, ce qu'on entend, c'est que finalement, on pourrait presque dire que tu découvres. Oui. Hein, tu découvres, tu parles de 2020, donc c'est ton premier lien vraiment direct à l'Afrique. En plus, tu le fais pas à moitié. Toi, tu fais une plongée vraiment. C'est ça. C'est ça. Voilà, hop, le dive deep direct. Ouais. Et donc, quand tu fais ça, on peut presque dire que tu découvres. Donc là, tu as 54 ans, tu disais. Donc 2020, tu avais à peu près 50 ans, quoi, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc c'est presque comme si tu découvrais à 50 ans que tu étais noire et on pourrait presque le formuler comme ça. Donc je trouve ça vraiment intéressant sur la question de l'identité, sur comment on se construit. Donc toi, tu étais dans un environnement, dans un prisme blanc et finalement, c'est à ce moment-là seulement que tu découvres ça, que tu prends conscience de ça, parce que je pense que c'était, dis-moi si je me trompe, mais c'est quand même une part qui était là, qui était tout à fait présente. Est-ce que tu as eu cette sensation justement en Afrique, au-delà de découvrir toute ta famille, tout ce que tu as décrit qui est vraiment très fort, de te sentir comme si tu rajoutais une pièce à ton puzzle, te trouver plus complète après ce voyage ou... Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je vais pas te dire ça y est, j'ai appuyé sur un bouton parce que j'étais en Afrique, c'est pas vrai. Par contre, je sens que ça a infusé, vraiment comme un sachet de thé, ça a infusé énormément et je vois bien à quel point
Ça a bougé mes cellules en profondeur. Et puis, à quel point mon père m'a laissé un héritage énormissime, qui s'appelle l'amour, vraiment, au-delà de toutes les dimensions. Mon père, on l'appelait le rassembleur. Et moi, j'ai créé 3 spectacles de développement personnel où justement, je rassemblais les gens. Et quand j'ai appris ça, j'ai pleuré parce que je me suis rendu compte. Ouais, ça me donne envie de pleurer, moi. Ouais, moi aussi. Je suis hyper émue. Ouais. Et, et tu vois, ça me... Je te laisse parler parce qu'il faut que je te laisse parler. Ouais, moi, vraiment cette question de cette part qui existe en nous, mais qu'on n'a pas encore contactée, quelle qu'elle soit, puisque c'est vrai que là, on parle de l'identité avec l'approche de la question culturelle, de la question aussi raciale. Mais pour ouvrir, moi, ce qui m'intéresse aussi sur ce sujet, c'est vraiment la question des identités, en fait. Parce que pour moi, on n'a pas une identité, on a des identités. Et ces identités-là, moi, je les rattacherais à ce que je pourrais appeler des parts de nous, plein de parts différentes. Pour moi, on peut avoir plein d'identités, une identité extravertie, une autre identité où on est plus introverti, voilà. Et j'appellerais ça plutôt presque derrière des parts de nous. Et j'ai l'impression que toutes ces parts, elles existent en nous et que on peut petit à petit, et je suis complètement d'accord avec toi, c'était pas une question de on-off pour dire en fait j'ai fait ça donc c'est bon, j'ai switché, j'ai retrouvé qui je suis. C'est vraiment un processus et c'est un long chemin. Mais par contre, je sens que les parts de nous qui existent de toute façon en nous et qui ne sont pas encore vues par nous-mêmes, quelquefois elles infusent, elles apparaissent dans nos vies sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on puisse interagir avec, sans qu'on puisse s'en servir, sans qu'on puisse se les approprier pleinement, parce que quelquefois on ne les connaît pas encore. Donc toi par exemple, ça pouvait être cette part africaine, mais si on prend d'autres exemples sur des traits de personnalité, voilà, on a pu se construire par exemple en s'enfermant dans une identité qu'on va qualifier de timide, où on va se dire tiens, moi je suis timide, et on n'a pas encore contacté une autre part de nous qui est pour moi l'identité et la personnalité, c'est pas tout à fait la même chose, tu vois. Je fais une petite voilà, pour moi c'est pas tout à fait la même chose, tu vois. Je peux avoir la personnalité et la personnalité de mon père par exemple, mais je vais pas me sentir de la même identité que lui, tu vois. Je sais pas si aujourd'hui je peux pas dire que je me sens camerounaise ou française. Enfin, tu vois, c'est mon identité. Je pense fondamentalement que il y a une part aussi très spirituelle pour moi dans l'identité, de qu'est-ce qu'on est venu incarner en fait dans notre âme. Qu'est-ce qu'on est venu incarner. Et c'est vrai que parfois, je me sens proche de personnalités qui sont d'identités totalement différentes de la mienne, tu vois, comme aux États-Unis, etc. Quand tu regardes des personnes comme Mandela ou Martin Luther King, tu vois, qui avaient des messages tellement forts qui, moi, me portent énormément, puisque c'est vraiment des messages humanistes profonds et qui ont marqué l'histoire. Et tu as l'impression qu'il a été vraiment assassiné beaucoup trop tôt et que le travail était à peine commencé et qu'il est loin d'être fini. Et tu vois, je suis pas du tout américaine mais il y a quelque chose chez lui voilà, qui me parle complètement, tu vois. Je me sentirais sa fille, tu vois, tu vois ce que je veux dire, je pense que notre identité vraiment elle s'incarne dans ouais, au plan spirituel, quoi. Il y a quelque chose, et c'est ça qui m'intéresse moi d'aller chercher aujourd'hui, c'est à quoi je réponds, quel est l'appel de mon âme en fait, au-delà de tout.
Donc oui, je suis allée faire un tour en Afrique, certes. J'ai connecté avec mes frères et sœurs que j'adore. Maintenant, on a créé un lien fort et je les découvre de jour en jour et c'est formidable. Mais je sais que ma mission, elle va beaucoup plus loin que ça. Tu vois, je réponds à l'appel de quelque chose beaucoup plus fort et je suis en train de transformer quelque chose à laquelle je m'attendais pas du tout. Je m'attendais pas du tout à vivre ça aujourd'hui. Et je me rends compte, au vu de ce qui s'est passé avec la vidéo, à quel point j'ai mis les pieds dans un plat énorme. Et j'étais encore tout à l'heure avec une dame de Madagascar qui a énormément souffert de malveillance, de manque d'amour aussi, etc., d'abandon, etc. Mais le racisme, elle n'osait pas en parler. Et quand j'ai dit le nom, elle a tout d'un coup, elle me dit, ah ben oui, elle a vécu énormément aussi de ça. Et je me rends compte à quel point, dès que tu commences à oser en parler, il y a une souffrance sous le couvercle qui est énorme. Et donc, je me dis, mais en fait, voilà, j'ai l'impression que de comprendre où était peut-être aussi un peu ma place, tu vois, et d'oser parler tout haut de ce sujet. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette vidéo qui est aussi qui a aussi été le déclencheur pour moi pour Oui. t'inviter ici Oui. et justement le rapport à ta façon d'approcher ton métier, parce qu'on n'a même pas parlé de ta partie professionnelle, de ton métier de coach. Oui, ben, en fait, j'ai eu de plus en plus là, je fonctionne à l'instinct. Et quand il y a quelque chose tout d'un coup qui me traverse et qu'il faut que j'expulse rapidement, tu vois. Et là, ça a été le cas pour cette vidéo. Il a fallu que je délivre cette prise de conscience tout à fait inattendue dans ma vie. Et j'ai voulu faire passer à quel point c'était possible d'avoir des prises de conscience, même à 54 ans. Il y a des femmes noires qui m'ont dit, mais tu réalises ça maintenant? Elles ne comprenaient pas à quel point j'avais... Je dis oui, mais j'explique pourquoi. Tu vois, il y a tout un contexte. Il y a tout un contexte qui fait à quel point on voit que le cerveau peut être dissocié, tu vois, on peut avoir des lunettes qui nous cachent certaines choses. Et donc, j'avais envie de le partager et je l'ai partagé comme je le fais souvent avec beaucoup d'authenticité et beaucoup de vérité, beaucoup de simplicité. Et j'en avais rien à foutre de ce qui allait se passer ou se dire. Complètement. Et c'est là où arrive souvent la surprise, en fait. Parce que j'ai rien calculé. J'ai partagé un truc qui me laissait sans voix moi-même, en fait. Et là, il y a eu plus de 700 commentaires, voilà, presque 50 000 vues. Enfin, c'est là où j'ai vu qu'effectivement, il y avait un sujet, en fait, un vrai sujet. Un vrai sujet. Et donc, l'idée, en plus, à peu près au même moment, j'avais ce projet de Racine, tu vois, que j'ai appelé Racine. Et ça s'est fait en même temps, tu vois. C'est comme s'il y avait eu, voilà, quoi, un alignement. Un alignement. C'est maintenant que tu dois passer à l'action, tu vois. Ouais, c'est trop beau. Ouais, c'est énorme. Très beau. Et donc, voilà, je lance ma première conférence sur plus ou moins portée par ce sujet, parce que c'est pas une conférence sur le racisme, loin de là. Quand je dis l'identité, c'est vraiment à quoi tu viens t'incarner, quoi, ton identité d'incarnation, en fait. Qu'est-ce que tu es venu foutre sur cette terre? C'est ça. Et pourquoi voilà, qu'est-ce qui fait que tu peux pas t'aimer tel que tu es? Qu'est-ce qui fait que t'as pas des plumes de canard pour que ça glisse? Et en fait, si ça glisse pas, c'est parce qu'il te manque des plumes. Et t'as laissé des plumes pendant l'enfance. T'as manqué d'amour, on t'a rejeté, on t'a peut-être battu, on t'a peut-être violé, on t'a peut-être arraché à ta famille, on t'a arraché de ton pays. Souvent, j'entends ça, qu'ils ont été arrachés, qu'ils ont quitté leur pays très petit et on les a balancés dans une cité de merde en France, dans des conditions pas du tout confortables. Il y avait plus de verdure, plus de nature, plus de liberté de vie. Et tu as dû t'adapter, te suradapter à quelque chose voilà, qui n'était pas... Et c'est hyper difficile. Et donc, tu grandis avec ça, les années passent vite, tu te retrouves balancé à devoir trouver un emploi, une vie de famille, et tu es avec tes blessures, mais il te manque des plumes
Et c'est pour ça que chaque fois qu'on te fout un scud dans la tête, bah, c'est horrible. Ça ne glisse pas, ça rentre dans ta peau, dans ton cœur, et c'est horrible. Et il arrive un moment où soit tu lâches prise et tu dis, bah, tant pis, je vais faire un boulot de merde, j'arrête mes études, ou alors je tombe en dépression, ou alors je fais semblant toute ma vie. Et il y a eu beaucoup de réflexions sur la vidéo, mais pourquoi tu te poses des questions? Bah oui, c'est comme ça, moi aussi j'ai souffert, mais il faut pas se poser des questions, faut avancer. Ben non, quoi. Ben non. Non, c'est pas possible. Alors moi, j'en ai fait mon métier de poser des questions, du coup. D'accord? C'est ça qui. Donc, non seulement je m'en pose à moi, mais j'en pose aux autres pour avancer. Et c'est pas en étant dans le déni que les choses elles vont avancer. Et que c'est pas en pleurant sur soi toute sa vie en cachette, parce que moi, il y a des personnes qui m'ont dit ça. Moi, je pleure dans mon coin, mais personne ne le voit. Et je dis, bah, et alors, ça fait quoi de plus? Ça te fait avancer? Tu es plus épanoui? Non. La vie, elle est courte. Donc, si toute notre vie, on doit se planquer de nos souffrances, on ne doit pas montrer à nos enfants, ça, c'est la grande erreur aussi que j'entends. Oui, il faut pas montrer à mes enfants, mais tes enfants, même si tu te vois pas pleurer, ils le sentent. Ils le sentent. Mais oui, ils le sentent. C'est des éponges émotionnelles. Mais complètement. Les non-dits, tous les secrets de famille, ça te pète à la gueule à un moment donné. Et si c'est pas dans cette génération, c'est dans la génération d'après. Donc si tu as honte de ce que tu es, dis-toi que cette honte, tu vas la transmettre à tes enfants. Débarrasse-toi de ça. Va nettoyer ça. Nettoie-le et fais pas semblant de nettoyer. C'est pas en allant voir un magnétiseur une fois, d'écouter un coach une autre fois et de lire un bouquin à la FNAC une autre fois que tu vas nettoyer. C'est faux. Ça demande véritablement un arrêt sur image et un vrai travail sur soi. Avec il existe tout un panel de professionnels aujourd'hui, d'accord? Donc, il y a des gens hyper compétents qui peuvent t'accompagner et à te débarrasser de cette peur du rejet, de la honte, de ci, de là, tout ça qui fait que tu n'arrives pas à t'épanouir et puis que tu vas retransmettre de la merde aussi à tes enfants. Donc, il faut soigner soi-même pour soigner sa lignée, c'est hyper important. Hyper important. J'en ai des frissons, Isabelle, et les larmes qui montent parce que je me retrouve vraiment tellement dans ce que tu dis. Merci. Moi, je pense que ce podcast et ce cycle sur l'identité, les invités que j'invite, c'est aussi dans ce chemin de continuer à nous comprendre, à comprendre qui on est, à comprendre comment on peut se délester, mais pas se délester de manière, justement, comme tu disais, à la va-vite, vraiment se délester en ayant traversé le processus de où, pourquoi, comment tout ça, de manière insidieuse, s'est installé et comment tu parles de plumes, j'ai trouvé ça très beau, comment on peut retrouver nos plumes. Moi, je pars un peu de pièces de puzzle qui se rassemblent et je suis vraiment contente. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin justement sur donc tu as déjà parlé de les rendez-vous, donc ça va être ta 29 première février. conférence. Ouais, voilà. J'aime bien la date du 29 février en plus, tu vois, c'est une date, on ne sait pas si elle existe vraiment, tu vois, il y a déjà dans le cerveau, il y a des trucs qui se passent, j'aime beaucoup l'idée. Donc à Toulouse pour ceux qui sont dans la région, donc voilà, et je voulais dire que tu étais bien sûr toi invité donc à cette conférence parce que tu vas pouvoir nous partager ton morceau qui s'appelle donc Contrôle d'identité. J'ai trouvé complètement raccord et j'adore les paroles et tout, donc je suis très très heureuse de te convier à cette conférence. Et puis après, bien sûr, sur les réseaux, on peut me retrouver. Et puis ceux qui ont envie d'être accompagnés, justement, de travailler sur eux, je me ferai une joie, bien sûr, de les recevoir en séance découverte déjà pour avoir un échange. Et puis ce que j'ai envie de dire, c'est que la bonne nouvelle, c'est que les plumes peuvent repousser. C'est sûr. Et après, on déploie ses ailes et puis on vole et puis on y va, quoi. Voilà ce que j'ai envie de dire. Les plumes peuvent repousser. Merci beaucoup Isabelle, et on mettra bien sûr tous tes réseaux en descriptif de cet épisode de podcast pour que les auditeurs et auditrices puissent te retrouver. Merci à toi. À tout de suite en off. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'était énorme. Vraiment. Merci. Merci beaucoup.